Bonsoir à tous. On se réunit ce soir sur un webinaire sur l'infirmière en pratique avancée. Donc, la présentation se fera en deux parties. On va commencer par définir ce qu'est une infirmière en pratique avancée. Et la deuxième partie, ce sera plutôt sur les activités de l'IPA. La définition de l'IPA. On va d'abord commencer par définir le contexte de création de ce métier. Comme on sait, il y a une démographie avec le vieillissement de la population euh, qui a inclus donc une augmentation des maladies chroniques et polypathologiques, qui a induit donc une évolution des besoins en santé. Suite à cela, en 2016, la loi de modernisation de notre système de santé a amené à la création du métier d'IPA pour répondre à ces nouveaux besoins. Et donc, la création du métier d'IPA date de 2018. Les qualifications de l'IPA. Donc, une infirmière en pratique avancée, il faut savoir que c'est une infirmière qui est diplômée d'État, donc qui a déjà eu son DE. Elle justifie de minimum 3 années d'exercice. Pour être infirmière en pratique avancée, donc il faut faire le master en 2 années supplémentaires. Et ce master confère des connaissances théoriques approfondies, des connaissances, compétences cliniques développées et lui permet donc de prendre des décisions un peu plus complexe. À savoir que pour exercer en tant qu'IPA, il faut justifier de 3 années minimum d'exercice, mais on peut très bien intégrer la formation d'IPA tout de suite après l'obtention du diplôme. Les missions de l'IPA. Il y a la pratique clinique qui va être la différence, on va dire, avec le métier socle d'infirmier. Il y a tout ce qui est consultation, la collaboration avec ses pairs. Il y a tout un versant sur la recherche, la formation, le leadership et l'éthique. Il existe actuellement 5 domaines de compétences de pratique avancée en France. Donc, il y a les pathologies chroniques stabilisées, il y en a 9. La maladie rénale chronique, la dialyse, la transplantation rénale, tout ce qui est néphrologie. Ensuite, on retrouve tout ce qui est onco et hémato-oncologie, la psychiatrie et la santé mentale. Et depuis 2019, il y a le domaine des urgences. Donc, pour avoir accès à une IPA, deux filières d'orientation, une principale et une secondaire. La principale, donc, c'est pour un suivi régulier, l'orientation du patient par le médecin, qui demandera ensuite soit un forfait initial, soit un forfait de suivi. Et à titre secondaire, ben, c'est pour une prise en charge ponctuelle, pour faire un bilan ou une séance de soins ponctuelle par l'IPA. Ensuite, depuis la loi RIST, qui a été adoptée le 19 mai 2023, il y a la possibilité d'avoir accès à l'IPA de manière directe. Tout à l'heure, je disais dans la slide précédente, on peut avoir accès à l'IPA à titre principal sur orientation de son médecin. Et là, du coup, depuis l'année dernière, on a la possibilité d'aller voir directement une IPA sans avoir été orienté par son médecin. Et ça, c'est dans le cadre d'un exercice coordonné. C'est dans des établissements sanitaires et médico-sociaux, dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, dans des CPTS. Un patient peut aller directement voir l'IPA et donc l'IPA pourra eh bien, travailler avec ce patient sans qu'il n'ait été envoyé par son médecin. Par contre, il faut que l'IPA soit bah, en collaboration avec un médecin. Une IPA qui travaille toute seule dans un cabinet libéral et qui n'a pas de médecin avec elle, dans ce cadre-là, ça ne sera pas possible. Il faudra forcément que le patient soit adressé par un médecin. Le cœur de métier de l'IPA, comme je disais tout à l'heure, il y a la pratique clinique, et donc ça passe par une expertise clinique intégrative du vieillissement ou autre en fonction de son domaine de compétences. Le dépistage des fragilités, tout ce qui est prévention, complications en gériatrie, la réflexion éthique, à savoir quelle est la balance bénéfice-risque pour le patient, et donc l'activité de l'IPA, donc la deuxième partie. Là, on parlait beaucoup de manière générale
qu'est-ce que l'IPA? Et là, on va voir dans le détail l'activité de l'IPA. Donc, premier point, c'est l'observation, recueil et interprétation des données. Donc, l'IPA, elle a un gros travail de consultation avec ses patients. C'est principalement son activité. Et donc, l'IPA va être une consultante clinique. Elle va avoir un rôle conseil dans des situations qui sont complexes. Elle va aussi identifier les facteurs de risque ou les déclencheurs. Et tout ça au travers d'un entretien où il va y avoir une anamnèse et, comme je le disais, un examen clinique qui va permettre de faire une évaluation gériatrique au niveau de plusieurs domaines. Là, c'est un tableau qui va représenter en fait ce sur quoi on va s'appuyer justement pour faire un diagnostic clinique du patient qu'on va voir. Donc, ça va s'appuyer sur les capacités du patient en lien avec les activités du coup qu'on va mettre en place. Donc, si c'est au niveau des capacités, si on cherche donc tout ce qui est habilité fonctionnelle et physique, eh bien, on va faire une évaluation de l'autonomie qui s'appuie sur des échelles. On va vérifier l'équilibre du patient. On va poser des questions au, au niveau de s'il y a eu l'histoire des chutes. On va regarder la vitesse de la marche, la force musculaire, et on va faire ça donc pour chaque capacité. Donc, l'habilité sensorielle, eh bien, on va faire des dépistages de troubles visuels, auditifs. On va regarder l'état cutané du patient. Au niveau cognitif, pareil, il va y avoir des tests qui vont être utilisés pour savoir si le patient il a des troubles du comportement, est-ce qu'il y a une maladie neurodégénérative derrière, au niveau de l'affect, de la nutrition. Toutes ces choses, en fait, vont nous permettre d'avoir un diagnostic qui sera plus avisé. Ensuite, les comorbidités, la douleur, les fragilités. On va aussi regarder, enfin, en tout cas, essayer d'évaluer l'état du domicile et bien sûr prendre en compte les dents. Souvent, dans les prises en charge, on a tendance à mettre les dents de côté, mais c'est vrai que pour tout ce qui va être de la gériatrie, eh bien, les dents peuvent vraiment être un- une ressource sur laquelle il faut s'appuyer. C'est vrai que je dis dans la gériatrie, mais dans bien d'autres plusieurs autres spécialités. Les dents aussi va nous être d'une grande aide dans l'interrogatoire et dans la description du domicile, des habitudes de vie de la personne. Les dents aussi peut vraiment nous aider. Tout cela va nous aider à repérer, dépister et évaluer des déterminants de la perte d'autonomie et des syndromes gériatriques dans le cadre des personnes âgées, et bien sûr de prévenir des décompensations et des aggravations et des détériorations pardon, de l'état de santé du patient. L'IPA aussi a un rôle d'interprétation des données. Lorsque le patient il vient nous voir en consultation, on reprend tous les examens médicaux, les résultats des derniers bilans sanguins. On va vraiment faire un état des lieux, un petit peu de l'état du patient, et ça va nous permettre d'identifier les personnes âgées qui sont à risque dans le cadre de la gériatrie. On va aussi identifier les signes et les symptômes des pathologies. Avec tout ce qu'on va récupérer des examens des patients, on va pouvoir interpréter des examens paracliniques et pour nous permettre de formuler des conclusions cliniques et des diagnostics infirmiers. Parce qu'on n'oublie pas, l'IPA, c'est une infirmière qui fait de la pratique avancée, mais qui est avant tout une infirmière et donc on a aussi à définir des diagnostics infirmiers. L'IPA a aussi un rôle donc de prescription et de renouvellement de prescription. Comme je le disais, le patient qui vient avec ses ordonnances, avec les résultats des derniers bilans sanguins, il vient avec un examen d'urine, toutes ces choses-là vont nous permettre eh bien, de prescrire en fait des traitements qui sont adaptés, de renouveler ou bien même de suspendre parfois des traitements. On peut augmenter des posologies, les baisser. Et donc, ça fait aussi bien sûr partie du rôle de l'IPA. Elle a la possibilité de prescrire des examens complémentaires, des soins paramédicaux, des dispositifs médicaux. Toutes ces choses-là rentrent bien sûr dans le rôle de l'IPA.
La prévention et l'éducation, bah, ça passe, on sait, hein, pour pouvoir travailler en relation de confiance, on va dire, avec le patient. Il faut réussir à mettre en place bah, une alliance thérapeutique, faire adhérer le patient au traitement qu'il a. Tout ça, ça passe par une relation de confiance qu'il faut mettre en place avec le patient. Donc, la consultation d'IPA, elle dure un certain temps et ça permet justement euh, de, de gagner le, la confiance du patient et de pouvoir lui conseiller des choses qu'on sait que derrière, il peut mettre en place. Si on ne connaît pas le patient, si on le voit ponctuellement sur un temps qui est très court, ça va être difficile de pouvoir travailler euh, ensemble. Alors que si on arrive à mettre en place cette relation de confiance, ça va être beaucoup plus simple de pouvoir mettre en place de la prévention et de l'éducation avec le patient. On regarde aussi, bien sûr, tout ce qui est le suivi vaccinal. Et comme je disais tout à l'heure, eh bien, ne pas hésiter à s'appuyer sur les ressources que, que, que représentent les aidants euh, familiaux qui sont vraiment importants à inclure dans la prise en charge du patient. S'ils le veulent, bien sûr, on ne force pas, mais s'ils le veulent et qu'ils sont présents et qu'on voit qu'ils sont investis, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur eux. L'IPA, elle aide aussi à organiser bien le parcours de soins du patient, hein. C'est vraiment un professionnel de santé à part entière qui se rajoute en fait dans le paysage du parcours de soins du patient. L'IPA, elle fait vraiment le lien avec le médecin traitant. On sait, hein, de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, la loi RIST permet l'accès direct aux IPA, mais uniquement si elle travaille avec un médecin traitant. Donc, elle fait le lien avec le médecin, elle fait le lien avec les spécialistes du patient. Un patient qui est suivi en diabéto, eh bien, elle va faire le lien avec ces pros-là. Le patient qui est suivi à domicile par une infirmière libérale, l'IPA fait aussi le lien avec toutes ces personnes. Elle fait vraiment le lien avec l'ensemble des acteurs médico-sociaux euh, du parcours de santé du patient. Elle oriente également vers les différents professionnels. Si l'IPA pense qu'il y a une nécessité de mettre en place un kiné, de mettre en place un professionnel qui actuellement n'est pas mis en place dans le parcours du patient, bah, elle peut justement orienter vers ce genre de professionnel et elle coordonne les soins, elle s'assure du suivi du parcours, elle met en place aussi protocole d'organisation avec un médecin référent lorsque justement elle n'est pas dans le cadre d'un exercice coordonné, que le patient ne vient pas en accès direct. Eh bien, pour travailler avec un médecin, l'IPA doit signer un protocole d'organisation avec le médecin en fait qui régit à quel rythme l'IPA voit le patient et à quel rythme elle le renvoie vers son médecin en fait. Ce protocole d'organisation, comme son nom l'indique, permet d'organiser la prise en charge entre l'IPA et son médecin traitant. Et donc, l'organisation du parcours de soins permet d'autant plus de consolider la relation de confiance avec le patient. L'IPA contribue également bah, à améliorer les pratiques professionnelles. Elle peut former ses pairs, donc former des infirmiers ou d'autres corps de métier, bien sûr, les aides-soignants. Elle peut apporter son expertise auprès des services hospitaliers qui ne connaissent pas encore. Alors, on sait que l'IPA est en train de se déployer de plus en plus dans les hôpitaux et en ville, mais il y a encore des endroits où ben, l'IPA n'est pas encore très connue, donc elle peut justement euh, apporter son expertise dans certains services, participer à l'élaboration de protocoles et bien sûr ben, euh, recommander les règles de bonne pratique. L'IPA, et ça c'est vraiment quelque chose, moi, que je n'ai pas découvert parce que forcément, quand on est à l'IFSI, on a déjà à faire un travail de fin d'études, mais euh, en master, en tout cas d'IPA, on a un travail de recherche à faire à la fin de la deuxième année. Et moi, ça m'a vraiment permis de connaître en fait ce qui existe à l'international en termes de sciences infirmières et c'est très intéressant, c'est vraiment enrichissant, on va dire, pour les infirmiers. Et donc, l'IPA contribue évidemment à participer aux études, à en mettre en place aussi. Euh, Elle s'engage au niveau des sociétés savantes qui existent, des comités scientifiques. Elle peut aussi bah, publier des articles scientifiques, surtout qu'on est dans un métier qui est en plein essor.
forcément, il y a une veille scientifique à faire. Il y a beaucoup d'études, je pense, qui sont à mettre en place et à développer. Et puis, au travers de tout ce travail-là, bah, ça permet aussi de développer l'evidence-based nursing, qui est vraiment la source en fait de tous les travaux qui sont faits en sciences infirmières. Et en tant qu'infirmier, que ce soit IPA ou infirmier, c'est vraiment intéressant, je trouve, de se renseigner, en tout cas de chercher à savoir ce qui existe. Et ça nous permet, nous aussi, de mobiliser beaucoup de connaissances qu'on met en fait, à la disposition de nos patients et de manière générale à la disposition d'un service. Et enfin, pour terminer, l'IPA, donc c'est une infirmière en pratique avancée qui euh, met en place des consultations de suivi en relais avec des consultations médicales. C'est important de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui, hum, qui font un amalgame ou qui pensent en fait que l'IPA se substitue aux médecins, alors que ce n'est pas du tout le cas. Elle est vraiment là en complément. Donc, c'est vraiment des consultations de suivi en plus de consultations médicales. Ça permet d'éviter les ruptures de soins. L'IPA, elle permet aussi de dépister précocement bah, les vulnérabilités, surtout chez les personnes âgées. Elle évite des hospitalisations qui peuvent être évitées parfois, mais qui malheureusement, faute de temps, faute de ressources médicales, les patients se retrouvent hospitalisés. Et bah, justement, elle évite les hospitalisations en permettant justement un maintien à domicile plus long, mais surtout dans de bonnes conditions. L'objectif, c'est pas de demeurer à domicile dans des situations catastrophiques et inadaptées, mais bien sûr de permettre aux patients de rester à domicile dans les meilleures conditions. Donc, on va passer au dernier volet donc, de cette présentation qui reprend un peu des questions pratico-pratiques qu'un médecin qui souhaiterait se lancer dans ce type de collaboration IPA-médecin souhaiterait mettre en place. On a répertorié un certain nombre de questions et j'espère que je vous apporterai des éléments de réponse qui vous éclaireront. Dans un premier lieu, pourquoi faire appel à une IPA? Donc, je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il y a une pénurie réelle de médecins généralistes en ville et que donc l'IPA, elle répond à des problématiques d'accès aux soins et à ces tensions de démographie médicale. Euh, L'IPA n'est pas là pour se substituer aux médecins. Il faut bien comprendre que l'IPA, c'est un complément des consultations médicales. Elle permet, entre autres, au médecin de lui libérer du temps médical et donc de permettre, en fait, au médecin de pouvoir prendre en charge de nouveaux patients en adressant, en fait, à l'IPA des patients qui ont des pathologies chroniques qui sont stables. Et dans le même sens, eh bien, l'IPA, elle va améliorer les parcours de soins de ces patients qui ont des pathologies. Elle va faire un point avec eux. Elle va être sur tout ce qui est éducation, tout ce qui est prévention. Et c'est vraiment des éléments de réponse qui peuvent amener un médecin, en tout cas, à travailler en lien avec une IPA. Ensuite, quelles sont les différences entre les 5 spécialités de l'IPA et est-ce qu'elles peuvent toutes s'installer en libéral? Les infirmiers en pratique avancée, ils sont habilités à prendre en charge des patients dans des domaines d'intervention qui sont prédéfinis. Donc, dans la euh, présentation que je viens de vous faire, j'ai énoncé les différentes spécialités qui existent. Dans les pathologies chroniques stabilisées, il y a 9 pathologies donc, que l'IPA est apte à prendre. Il y a tout ce qui va être accident vasculaire cérébral, les artériopathies chroniques, les cardiopathies et les maladies coronaires, tous les diabètes, type 1 et 2, euh, l'insuffisance respiratoire chronique, la maladie d'Alzheimer, les autres démences, la maladie de Parkinson et l'épilepsie. Ensuite, il y a les autres spécialités, oncologie, hémato-oncologie, maladie rénale chronique, tout ce qui va être dialyse et transplantation, la psychiatrie et la santé mentale, et enfin les urgences. Euh, les IPA, ce sont des infirmiers qui sont experts, entre guillemets, donc des infirmiers diplômés d'État, qui ont
un niveau de compétence et de connaissance plus élargi, plus approfondi. Et en effet, ils peuvent exercer soit en libéral, soit dans une activité salariale dans un établissement. Mais il est vrai que euh, la spécialité qui va être le plus représentative en ville, c'est les pathologies chroniques stabilisées. Euh, c'est pas impossible de voir un IPA en maladie rénale chronique en ville, mais souvent, les IPA qui sont un peu plus, on va dire, spécialisés seront plus représentés à l'hôpital. Combien est facturée la consultation d'une IPA? Est-ce qu'il s'agit d'un forfait? Et est-ce que c'est le médecin qui doit la rémunérer? Donc, d'abord, par rapport à la dernière question, est-ce que c'est le médecin qui la rémunère? Par définition, si l'IPA est en libéral, eh bien, elle a un chiffre d'affaires qu'elle va faire en fonction des consultations qu'elle aura. Donc, il n'est pas question pour le médecin de rémunérer une IPA euh, qui est libérale, bien sûr. Maintenant, si un médecin souhaite embaucher une IPA, bah, comme tout, c'est comme tout corps de métier. Si un médecin veut embaucher une secrétaire, bah, il va payer la secrétaire. S'il veut enfin, voilà, peu importe, à partir du moment où on est en libéral, on s'auto-finance, on va dire, d'une certaine manière. Et si bah, on est salarié d'eux, bah, c'est l'employeur qui va nous rémunérer. Ensuite, il existe donc plusieurs modèles de rémunération de l'IPA en fonction comment dire, en fonction du type de suivi qu'elle va faire pour le patient. Si c'est un patient qui est suivi de manière continue ou si c'est un patient qui va venir de manière ponctuelle, il y a plusieurs euh, modes de rémunération. Donc, il y a un forfait initial euh, qui est en fait en une fois. Donc, à partir du moment où on voit le patient pour la première fois, il va avoir ce forfait d'initiation. Et donc, c'est le PAI 6 qui correspond à 60 euros. Ça, on le facture qu'une seule fois. Donc, c'est pas ce n'est pas en fait ce forfait-là qui va être le plus courant en fait chez les IPA puisque c'est en une seule fois. Le patient, on peut le suivre pendant X temps. On va facturer un PAI 6 qu'en une seule fois. Ensuite, il va y avoir le forfait de suivi qui est trimestriel. Donc, c'est la première année, donc tous les 3 mois, on peut facturer un PAI 5 et qui va être donc coté à 50 euros. C'est cette facturation-là, on va dire, qui va faire euh, la rémunération principale de l'IPA. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le PAI 5, c'est trimestriel. Ça veut dire le patient, je le vois, euh, on va prendre le premier trimestre, de janvier à mars. Je le vois en janvier, ce patient-là, pour la première fois. Je peux faire un PAI 6. Je le revois en février, ce patient, je peux lui faire un PAI 5. Et si entre février et mars, le patient, je le revois 3 fois, il n'y a pas une rémunération supplémentaire. En fait, le PAI 5 a couvert les 3 mois. Je vais pouvoir de nouveau coter en fait un PAI 5 à partir du mois d'avril pour le trimestre qui suit. Et c'est important de bien comprendre ça. C'est dans la question, s'agit-il d'un forfait? En effet, la consultation, elle n'est pas à l'acte. C'est pas à chaque fois qu'on va voir le patient qu'on va facturer la consultation. On a vu le patient à un instant T, on a facturé un PAI 5. Le PAI 5 couvre pour tout le trimestre. Donc c'est important
de le savoir parce qu'il y a eu beaucoup de fake news, une très mauvaise publicité qui a été faite sur la rémunération des IPA euh, et qui a beaucoup contribué à freiner peut-être certains médecins qui auraient pu être intéressés pour ce travail en collaboration. Et ensuite, il y a les patients ponctuels qu'on va voir à un instant T. Et donc là, il y a deux manières de rémunérer. Donc le bilan ponctuel, c'est maximum une fois par an et par patient. C'est un PAI 3 qui correspond à 30 euros. Et sinon, il y a les séances de soins IPA qui sont limitées à 4 donc séances de soins par an et par patient. Et là, c'est un PAI 1,6 qui correspond à 16 euros. Donc voilà le modèle de rémunération d'une IPA. Ensuite, on s'est demandé si voilà, si un médecin voulait contacter une IPA, comment est-ce qu'il pouvait faire? Eh bien, je pense que la solution, pardon, la plus simple serait en fait de rentrer en lien avec la CPTS du territoire sur lequel le médecin exerce, puisqu'on sait que la CPTS a tout un rôle de coordination à jouer et que lorsqu'il y a une installation d'un professionnel libéral qui est fait sur le territoire d'une CPTS, la CPAM en informe la CPTS et donc la CPTS normalement doit rentrer en contact avec ce nouveau professionnel. Donc en imaginant qu'il y ait une IPA libérale qui s'installe sur un territoire, la CPTS de ce territoire serait informée. Et donc, le médecin qui souhaiterait travailler avec une IPA ou un IPA, en rentrant en contact avec la CPTS de son territoire, en demandant, voilà, moi j'aimerais travailler avec une IPA, je pense que la CPTS est l'organisme qui est le plus à même de donner cette information-là à un médecin, de savoir s'il y a une IPA ou pas qui est en activité sur son territoire. Question suivante. Donc, quel est le matériel dont a besoin l'IPA et est-ce qu'on doit lui mettre à disposition un cabinet? Euh, eh bien oui, je pense qu'il est préférable en tout cas, enfin il est nécessaire de mettre à disposition de l'IPA un cabinet puisque l'IPA elle réalise des consultations. Euh, on sait que en moyenne une consultation IPA c'est 1 heure, donc pendant cette heure c'est important qu'elle puisse bah, créer une relation de confiance avec son patient, que son patient se sente à l'aise, en tout cas se sente suffisamment, comment dire, entendu et oui, se sente suffisamment euh, en confiance avec le professionnel. Et donc, un cabinet de consultation, je pense que c'est la moindre des choses, en tout cas, pour que l'IPA puisse exercer dans de bonnes conditions. Et puis, comme je disais, comme elle fait de la consultation, et ben, il y a un minimum de matériel à lui fournir, une table d'examen, un bureau équipé, un ordinateur pour faire les transmissions, un logiciel métier pour pouvoir avoir accès au dossier médical du patient. Ça, ce sont vraiment les bases. Ensuite, eh bien, il y a un décret euh, qui, euh, qui définit une liste exhaustive des actes possibles que l'IPA peut réaliser en fonction des soins qu'elle réalise, eh bien, elle aura besoin d'un matériel adéquat. Euh, c'est comme n'importe quel professionnel, il y a dans des cabinets de médecins où on va trouver un ECG, d'autres où on va trouver, je ne sais pas, un Holter. Enfin, ça, ça différencie en fonction de l'activité que le professionnel a. Pour un IPA, c'est pareil. En fonction de son activité, ben, il va y avoir du matériel particulier euh, à mettre à disposition. Après, l'IPA, elle bénéficie d'aide à l'installation lorsqu'elle s'installe en libéral. Donc, l'équipement de tout ce matériel peut se faire au travers de ces aides.
Quels actes sont possibles par les IPA? Eh bien, c'est assez simple. Il y a un décret euh, qui existe et donc qui définit en fait les domaines d'intervention et les activités de l'infirmier en pratique avancée. Euh, de manière générale, l'IPA elle est compétente donc, pour conduire un entretien avec son patient. Elle effectue une anamnèse et elle procède à son examen clinique. Euh, il faut bien, comment dire, comprendre que l'IPA, c'est un professionnel de santé qui est vraiment autonome dans ses actes. Et donc, ce n'est pas, il y a une différence à faire entre, euh, par exemple, une infirmière qui va travailler avec un protocole de coopération. Ça veut dire que c'est un médecin qui va évaluer, enfin, qui va donner en fait des responsabilités à une infirmière que normalement l'infirmière n'a pas. Et donc, dans ce protocole de coopération, l'infirmier ou l'infirmière aura la possibilité de faire certaines choses que dans un autre service, il ou elle ne pourra pas faire. L'IPA, c'est vraiment différent. Le décret de compétence définit les actes que l'IPA peut faire et donc comment dire, elle est autonome dans ces actes-là en fait. Ce n'est pas un protocole qui lui donne le droit de le faire. C'est un décret. Et donc, ce n'est pas au médecin de dire oui, moi je veux que l'IPA fasse ça ou non, moi ça, je ne veux pas que l'IPA le fasse. Le médecin se réfère au décret et il saura ce que l'IPA peut euh, ou pas faire. Combien l'IPA doit-elle suivre de patients pour que son activité libérale soit viable? C'est sur le site de la FEMASIF que j'ai trouvé ces chiffres, qu'il a été estimé entre 400 et 500 patients euh, le nombre, enfin oui, 400 et 500 patients, le nombre de patients suivis par l'IPA pour que son activité soit viable. Bien sûr, après, c'est à proratiser en fonction, ça c'est pour un équivalent temps plein. Après, ça à proratiser si l'IPA, elle est à 50%, est-ce qu'elle est... voilà, mais de manière générale, une IPA à temps plein, voilà le nombre de patients qu'elle doit suivre pour avoir une activité qui soit pérenne. Quels sont les avantages pour une structure MSP, centre de santé ou CPTS, hein, d'intégrer une IPA? Eh bien, principalement, les avantages seront financiers. On peut voir qu'en fonction des ACI, euh, les points, euh, les points alloués en fait à, à la structure vont augmenter à partir du moment où on intègre en fait une IPA dans sa structure. Titre d'exemple, l'indicateur élaboration de protocoles pluriprofessionnels, euh, il y a 40 points supplémentaires par protocole, juste parce qu'on a une IPA en plus dans la structure. Donc, ce qui représente 2 240 euros, ce qui n'est pas, je pense, négligeable. Et donc, là, il y a plusieurs exemples. Indicateur de concertation pluriprofessionnelle, c'est 200 points variables supplémentaires. Euh, à titre d'exemple, pour 4000 patients euh, médecins traitants, la structure bénéficiera de 200 points, soit un équivalent de 1400 euros. Et l'indicateur mission de santé publique, c'est 200 points fixes supplémentaires pour la réalisation de 2 missions de santé publique, ce qui représente 1400 euros. Donc au final, on voit que l'intégration de l'IPA va permettre à la structure de gagner 3640 euros de points fixes et 1400 euros de points variables en fonction de la patientèle, ce qui représente 5040 euros pour les mêmes actions en fait. Voilà, c'est écrit. Aucun travail supplémentaire n'est requis, il suffit juste d'intégrer une IPA dans son équipe. Donc, c'est plutôt pas mal, je pense. Enfin, si le travail collaboratif avec une IPA
représente autant d'avantages, bah, pourquoi très peu de médecins aujourd'hui font appel en fait à des IPA. Principalement, je pense qu'il y a certains médecins qui ne connaissent pas encore le système. Certains médecins ont entendu parler des IPA, mais ça s'arrête là, ne sont pas allés plus loin. Et puis surtout, je pense qu'il y a eu une désinformation certaine sur l'exercice de l'infirmière en pratique avancée. Euh, je pense que tous les IPA aujourd'hui ont entendu des médecins dire si la consultation de l'IPA est à 50 euros et la mienne est à 25, il n'y a pas de juste milieu. Alors que, comme je l'ai montré, hein, l'IPA, elle est payée 50 euros, c'est un forfait trimestriel. Je pense que le médecin, si on lui disait qu'il serait payé 25 euros euh, pour un patient qu'il peut voir un nombre illimité de fois sur un trimestre, il verrait les choses différemment. Bah, c'est le cas des IPA. Et je pense que cette campagne de désinformation a vraiment fait beaucoup de mal pour l'intégration en fait des IPA en libéral principalement. Je pense qu'il y a ça. Après, je pense que il y a certainement d'autres raisons, mais principalement, je pense que c'est dû à une méconnaissance du système, à une désinformation du dispositif. Euh, petite question pour ceux peut-être qui se disent que l'IPA et l'infirmière Azalée font les mêmes actions. Euh, L'IPA, c'est vrai que l'IPA et l'infirmière Azalée, elles ont des missions élargies et elles travaillent toutes les deux en collaboration très étroite avec les médecins. Les IPA font de l'ETP, les infirmières Azalée également. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire que l'IPA et l'infirmière Azalée sont un petit peu sur le même versant, mais en fait, non, c'est pas exactement ça. Euh, les infirmières Azalée, elles sont vraiment plus orientées santé publique, alors qu'une IPA, elle fait de la santé publique, mais pas uniquement. Elle va faire de l'accompagnement, elle va faire tout ce qui est prévention des risques chez les personnes âgées, par exemple, au travers des scores. Elle va pouvoir évaluer le risque comment, de enfin, détérioration de l'état de santé. Elle va comment prescrire des examens complémentaires, renouveler des ordonnances de traitement. C'est vrai que c'est pas le, comment dire, le, le principal de son activité, mais elle est aussi sur ce genre d'action, chose que l'infirmière Azalée ne fait pas. Et aussi, les formations en fait de l'infirmière Azalée et de l'IPA sont euh, différentes. Les infirmières Azalée, elles sont formées par l'association Azalée et elles n'ont pas un diplôme en fait d'État reconnu, alors que la formation d'infirmière en pratique avancée, elle est dispensée par les universités et elle confère un grade de master 2. Donc, l'infirmière Azalée et l'IPA, ce sont deux fonctions qui se complètent. Mais encore une fois, les IPA ne remplacent pas les infirmières Azalée au même titre qu'elles ne remplacent pas les médecins. C'est vraiment un métier qui est à part entière. C'est une, un acteur de plus autour du patient qui ne peut pas se substituer à un autre. Voilà, donc il y aurait pu y avoir d'autres questions posées. On a essayé un petit peu de regrouper celles qu'on pensait en tout cas les plus pertinentes. Donc j'espère que cette présentation vous aura éclairé et vous aura apporté un peu plus d'éléments sur le métier de l'IPA, son rôle, ses missions, et que ça donnera peut-être envie à des médecins de travailler avec des IPA. Je vous remercie pour votre attention.